Les titres de votre journal, comme prévu, les travaux de la conférence de gouverneurs à Mbandaka sont ouverts. Ces assises lancées par le chef de l'État tournent autour des questions liées au renforcement de l'autorité de l'État en RDC pour renforcer l'économie dans les provinces. Vous suivrez les détails dans ce journal avec Enoch Issei. L'économie de la RDC se montre de plus en plus résiliente et se porte bien. Le Fonds monétaire international, par son conseil d'administration, vient d'autoriser un énième décaissement de 203 millions de dollars américains. C'est dans le cadre du programme de facilité élargie des crédits pour la RDC appuyé par cette institution des Bretton Woods. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal. C'est ce jeudi 22 décembre que le président de la République, Félix Tshisekedi, a donné le go des travaux de la 9e session de la conférence des gouverneurs qui se tiennent en Mbandaka. Dans son mot, le chef de l'exécutif national a épinglé plusieurs points liés notamment à la sécurité, le développement économique des provinces et des défis à relever pour soutenir ces entités provinciales. Enoch Issei. Lors de son mot des circonstances, Félix Tshisekedi a principalement axé son message sur le programme de développement local des 145 territoires, présenté comme la voie du développement. Pour le chef de l'État qui a affirmé que le pays a été détruit, ce message est la solution qui va régler beaucoup de problèmes, en l'occurrence le problème d'eau, l'électricité, des routes, construction des hôpitaux et écoles. La mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires sur toute l'étendue de la République se poursuit tout en faisant face à deux contraintes, à savoir la lutte contre les groupes armés dans la partie Est, plus particulièrement contre le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda, et la résurgence des conflits intercommunautaires qui s'observent dans quelques provinces de notre pays. Le président de la République est revenu sur l'agression rwandaise à travers le M23 dans l'est du pays, raison de l'organisation d'une table ronde dans les prochains jours. Je reste déterminé à organiser la table ronde sur l'état de siège pour qu'ensemble, nous arrivions à arrêter une option consensuelle sur son maintien, sa levée ou sa requalification. Pour ce qui est de l'économie des provinces, Félix Tshisekedi s'explique en ces termes. Les gouverneurs de province, distingués participants, mesdames et messieurs, renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, c'est agir à nouveau au niveau des entités de base pour leur assurer une organisation efficace et un fonctionnement efficient. Ayant pour thème renforcer l'autorité de l'État pour relancer l'économie des provinces, ces assises qui ont débuté ce jeudi 22 décembre prendront fin demain vendredi 23 décembre en Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a autorisé un décaissement immédiat de 203 millions de dollars américains à la RDC pour renforcer les réserves en devises à la Banque centrale du Congo dans le cadre du programme de facilité élargie des crédits mis en place en faveur de l'économie congolaise par cette institution de Bretton Woods. Les récits de Patience Lokeke rendus par Enoch Issei. Un programme de facilité élargie des crédits mis en place en faveur de l'économie congolaise, le Fonds monétaire international vient d'autoriser un décaissement immédiat de 203 millions de dollars pour renforcer le réserve internationale en devises à la Banque centrale du Congo, des dégradations des perspectives de l'économie nationale et mondiale et aussi de répondre aux besoins de la balance des pays. Ces programmes continuent de soutenir les réformes à moyen terme, favoriser la stabilité macroéconomique en améliorant la gouvernance et en renforçant la police monétaire. La situation macroéconomique de la RDC fait preuve de la résilience malgré les répercussions de la guerre en Ukraine et la détérioration de l'environnement économique mondial. Le PIB réel fait preuve de la résilience avec une croissance prévue de 6,6% en 2020, soutenue par une production minière plus élevée que prévu. L'inflation devrait dépasser 12% d'ici fin 2022 en raison de la hausse des prix mondiaux des denrées alimentaires et des carburants, exacerbée par cette guerre en Ukraine
et les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Les réserves internationales bruit ont atteint environ 2 mois d'importation, bien qu'au-dessus de l'objectif au début de l'accord sur la facilité élargie des crédits. On va parler autre chose à présent. Après sa nomination par le chef de l'État, mais aussi son investiture, le directeur général de Transco, Cyprien Mbéré, s'est entretenu avec son prédécesseur Jackson Bongui. Cet entretien qui a eu lieu ce jeudi 22 décembre dans le bureau du nouveau DG de Transco a porté sur le partage d'expériences entre les deux personnalités. Il a donc permis de passer au crible de la situation de Transco et voir comment son business pourrait être développé. Suivez. On fait un premier tour d'horizon sur les questions de fonctionnement des Transco. Vous savez que Transco a commencé en 2013. Nous n'étions pas là. D'autres dirigeants nous avaient précédés. Nous avons trouvé un business plan qui a été actualisé par rapport aux besoins en réalité. Nous avons fait un plan de développement et modernisation qui a mené à la réception de 440 nouveaux bus Volvo que le chef de l'État, le président de la République, a remis au mois de février 2021. Donc nous voulons que ces plans puissent continuer et que le DG Mbéré, avec l'équipe dirigeante qui a été nommée, puisse ajouter ce qu'il y a de judicieux, puisse encore développer ces plans de sorte que la population trouve son compte et la vision des autorités également soit matérialisée. Là, je veux remercier le président de la République, chef de l'État, pour la qualité du choix. Déjà, vous voyez là qui est posé. C'est un gage que les choses vont bouger dans la bonne direction. Je suis édifié par les premiers tours d'horizon que nous avons faits sur la vision et la maîtrise de dossiers, la maîtrise de l'exploitation des Transco. Je peux dire, en sortant de ces installations, les Transco, que devant Transco, il y a de beaux jours. On va parler processus électoral. 48 heures seulement nous séparent du lancement de l'opération de la révision du fichier électoral par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les appels à l'enrôlement massif affluent de partout. C'est le cas de Jeannot Binano du parti MRC qui invite aussi la population à se soumettre à ce devoir patriotique pour les élections de 2023, tout en félicitant la centrale électorale pour les avancées enregistrées. Ce politique lui propose de revoir la rubrique temps car un mois paraît insuffisant. Suivez-le au téléphone de Patricia Mabungo. Je suis en train de féliciter la CENI pour le respect du calendrier, pour le respect de dates fixées selon son programme pour les élections de décembre 2023. Et j'invite les personnes majeures, ceux-là qui sont censés voter, de venir s'enrôler du 24 décembre jusqu'à la fin du mois de janvier 2023. Et cela est très important pour nous de se faire enrôler pour voter massivement. Voilà que la CENI a rapproché de nous les centres d'inscription à côté de nos maisons. Et il n'y a pas la crainte. Donc nous pouvons aller même à pied à côté de nos maisons pour se faire enrôler. Ça ne va pas demander de déplacement de transport. Et je félicite la CENI encore une fois pour cette organisation si ponctuelle et directe. Je suis très conscient de ceux-là qui m'écoutent qu'ils vont s'enrôler pour soutenir ces élections organisées par la CENI. Et je voulais aussi profiter, solliciter un prolongement d'enrôlement. Pourquoi je le dis? Parce que la date est sortie pendant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au pays. Ils sont partis en vacances, peut-être pour se détendre, pour des raisons familiales. Je pense que 15 jours de plus vont nous arranger afin que tout le monde puisse s'enrôler. Donc je sollicite vraiment à la CENI de prolonger pour 15 jours. S'ils peuvent réfléchir avec moi et analyser, voir comment est-ce qu'ils peuvent récupérer ces jours de fête pour que tout le monde, tous ces gens-là, tous les Congolais qui ont besoin du changement puissent s'enrôler pour les élections de décembre 2023.
Situation sécuritaire en RDC. Dans un rapport soumis au Conseil de sécurité, le groupe d'experts de l'ONU peint un tableau plus que sombre de la situation sécuritaire dans le pays. Ces experts notent entre autres l'expansion des zones d'opération des terroristes et d'IF, alors que l'opération entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise censée les traquer entre dans sa deuxième année. Patrick Lunga nous en dit plus. 300 pages d'un rapport qui détaille la situation sécuritaire en RDC, avec un accent particulier mis sur les M23 et les ADF. Ces terroristes d'origine ougandaise établis au Congo font preuve d'une grande résilience alors qu'ils sont en but depuis plus d'un an de l'opération conjointe de l'armée congolaise et de l'armée ougandaise. Selon les experts de l'ONU, les terroristes ADF ont continué à opérer en petits groupes, lançant des attaques simultanément sur plusieurs fronts et tendant par le même coup leur zone d'opération dans les territoires de Beni, Butembo et Lubero au Nord Kivu et dans les territoires d'Irumu, Boga et Tchabi dans l'Ituri. L'intensification des opérations militaires ont eu un effet paradoxal de régaillardir les malfaiteurs. C'est le cas avec la 4e phase de l'opération Shuja en septembre 2022 qui a entraîné une augmentation des attaques des ADF contre les civils en représailles, comme cela avait été observé déjà par le passé. Alliés au groupe terroriste Daesh, les ADF ont ciblé la communauté Hutu, enlevant des centaines de civils et tuant certains d'entre eux en représailles aux recrues Hutus qui ont collaboré avec les FARDC depuis 2021. Les jeunes de cette communauté ont été recrutés de force par les ADF pour renforcer leur rang selon les rapports des experts. Les ADF sont intervenus dans le Nord Kivu au mois d'août de cette année. L'évasion de 800 prisonniers, dont 400 à 600 avaient été pris de force dans les rangs des terroristes à Butembo. En septembre dernier, les terroristes ont perpétré une attaque via un colis piégé au Nord Kivu. L'explosion avait blessé 2 agents de l'ANR, lit-on dans le rapport d'experts. Voilà, on va quitter l'Est de la République pour parler de l'actualité à Kinshasa, à Binza Delvaux, précisément au bout de l'avenue Lalou, dans la commune de Ngaliema. Les têtes d'érosion ne cessent d'emporter des maisons. La population craint le pire face à la multiplicité des pluies diluviennes annoncées par les services météorologiques et en appelle à l'implication des autorités. Reportage Enoch Issei. Qui s'est abattu dans la nuit du 12 au 13 décembre n'a pas manqué de laisser des traces dans plusieurs coins de la capitale. C'est le cas de Binza Delvaux, dans la commune d'Ngaliema. Nous sommes sur l'avenue Lalou, une route totalement asphaltée jadis, reliant Binza Delvaux et les camps Luka, dans son quartier 6, allant jusqu'à l'hôpital Sanatorium dans la commune de Selimbao. Des têtes d'érosion ne cessent de se multiplier, plus d'une dizaine de maisons emportées lors de cette dernière pluie diluvienne. Ici, ce n'est que question de jeter des immondices, pas autre chose. Si le président se décide d'envoyer des camions avec immondices, cette érosion ne va plus s'élargir. Aujourd'hui, plusieurs efforts ont été fournis pour limiter ainsi ces dégâts, mais toujours pas de changement positif. L'érosion, je suis arrivé ici en 2005, l'érosion était encore vers Kaluka là-bas. L'érosion est arrivée jusqu'à ici. Ils ont envoyé une société chinoise grecque 8. Ils ont tenté à repousser 300 mètres. Et aujourd'hui, il nous reste que les 33 mètres. Donc sur 300, on a perdu combien? On se demande la question, est-ce que l'État que l'argent a jeté? Des maisons abandonnées par certains. D'autres par contre disent ne pas avoir des moyens pour se déplacer et trouver un abri. Que les autorités nous trouvent des solutions. Essayez de nous faire déplacer d'ici en nous cherchant des abris. Il ne faut pas attendre que les gens meurent pour leur venir en aide. J'avais ma maison juste ici, mais cette érosion l'a emportée. Signalons que l'insécurité bat son plein également dans cette contrée de la capitale congolaise. Des criminels et délinquants communément appelés Kuluna se camouflent très souvent dans ces coins, causant du mal à la population. Voilà, on va parler sport dans ce journal. La Fédération internationale de football, l'association FIFA en sigle, a rendu public le classement FIFA de décembre ce jeudi. Un classement où le Brésil conserve sa place de leader, mais aussi un grand bond du Maroc et statu quo pour la République démocratique du Congo. Plessis Kuzola.
La Fédération internationale de football association, la FIFA, a actualisé son classement de nations pour les comptes du mois de décembre. Quelques jours après la finale de la Coupe du Monde 2022, remportée par l'Argentine, le dernier classement FIFA de l'année est tombé ce jeudi 22 décembre 2022. Dans cette dernière mise à jour, statu quo pour la République démocratique du Congo, qui conserve ses places acquises le mois dernier. Les Léopards sont donc 14e en Afrique et 73e au monde. Sur le plan mondial, ce classement est largement influencé par la Coupe du Monde 2022 qui a pris fin dimanche 18 décembre dernier avec le sacre de l'Argentine au tir au but contre la France. Mais, malgré la victoire de l'Albi Céleste au Qatar, c'est le Brésil qui reste en tête du classement. La Seleção, avec 1840 points, éliminée en quart de finale du Mondial 2022, dévance légèrement l'Argentine qui compte 1838 points en gagnant une place de plus et en devenant le nouveau dauphin de coéquipier de Neymar. Le podium est complété par la France. Le bleu, finaliste malheureux lors de la Coupe du Monde 2022, revient à la 3e place avec 1823 points. La Belgique tombe à la 4e place après avoir échoué à se qualifier pour la phase d'élimination directe de Qatar 2022. L'Angleterre est 5e avec 1774 points. Le reste du top 10 est complété par le Pays-Bas 6e, la Croatie 7e, l'Italie 8e qui a manqué la Coupe du Monde 2022, le Portugal 9e et l'Espagne 10e qui a perdu 3 places. À noter le bond spectaculaire du Maroc qui quitte la 22e pour la 11e place, notamment grâce à son parcours extraordinaire au Qatar. Le Sénégal, le Cameroun et le Nigeria sont respectivement 19e, 33e et 35e mondial. Le prochain classement mondial de la FIFA Coca-Cola sera publié le 6 avril 2023. Vous suivez Géopolis, c'est la grande édition. Maintenant, place à l'information au niveau international. L'actualité au-delà de nos frontières nous emmène au Zimbabwe où la filière blé vient de réaliser une performance historique selon les données des services consultatifs agricoles et ruraux. La production de la céréale s'est établie à 375 131 tonnes au terme de la campagne 2021-2022. Damani Mujinga. La production de blé affiche depuis quelques années une croissance soutenue. En dépit de la mauvaise pluviométrie et des phénomènes climatiques qui ont marqué la saison 2021-2022, la filière a atteint un nouveau sommet, soit 375 131 tonnes de blé. Le volume annoncé est en hausse de 13% par rapport au stock de 330 000 tonnes obtenu un an plus tôt, marquant ainsi un record absolu dans la filière. Cette embellie s'explique notamment par une croissance de la superficie emblavée qui est passée à plus de 78 000 hectares contre seulement 66 000 hectares un an plus tôt. Si la récolte affiche néanmoins un léger recul de 2% par rapport aux prévisions de 380 000 tonnes formulées par les autorités en début de campagne, il faut noter que ce niveau de production reste tout de même supérieur aux besoins nationaux annuels qui se lèvent à 360 000 tonnes, ce qui fait du Zimbabwe le premier pays africain à réaliser l'autosuffisance en blé. Le pays de Robert Mugabe a donc réussi à atteindre l'objectif, c'est grâce au travail acharné, à l'engagement et à la collaboration pour produire du blé en quantité suffisante pour le pays. Pour rappel, la culture de blé a été introduite au Zimbabwe vers la fin des années 60. Et puis, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi a officiellement lancé le guichet unique de développement des entreprises, une initiative qui fournit aux petites et moyennes entreprises du pays d'Afrique de l'Ouest un interlocuteur unique. Avec ce dispositif, le gouvernement ivoirien envisage de renforcer le développement du secteur privé qui représente 50% de l'investissement total du pays. Suivez nos amis d'Africa 24.
Sur un taux de croissance moyen estimé à 6,2% entre 2016 et 2021, le secteur privé a contribué pour 4,7 points selon les données officielles. Pour relever cette contribution du secteur privé à la croissance du produit intérieur brut ivoirien, le gouvernement a mis en place le guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire. Le dispositif a été officiellement lancé le 19 décembre 2022 par le chef du gouvernement ivoirien Patrick Achi. Avec cette initiative, les pouvoirs publics voudraient lever les obstacles qui pèsent encore sur le développement des PME. Les défis auxquels ils doivent faire face, ils ont besoin de s'adresser à quelqu'un. Seul dans un environnement, rechercher un cabinet, trouver des ressources pour payer ce cabinet, pour se former, avoir accès à une technologie, chercher un partenaire dans un environnement complexe au niveau des affaires n'est pas facile. Et l'État estime que dans ce contexte où nous sommes, où l'entreprise privée en particulier, mais la PME tout spécifiquement est déterminant, l'État doit accompagner ce processus. Cette structure est donc fondamentale. C'est elle qui véritablement va être la porte d'entrée. L'entreprise qui vient doit d'abord trouver dans ce guichet des gens qui savent de quoi entreprises parlent, quel que soit le secteur d'activité concerné. Le guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire est une plateforme numérique conçue pour fournir des services aux entrepreneurs avec toutes les indications sur l'accompagnement existant de l'État et les différents financements auxquels ils peuvent prétendre. Pour le gouvernement, il s'agit de renforcer la relation de confiance entre l'État et les PME en particulier et le secteur privé en général. Ce secteur assume plus de 50% de l'investissement total de la Côte d'Ivoire et joue une part significative dans l'économie nationale selon les données officielles. Ainsi, les statistiques indiquent que de 2016 à 2021, le secteur privé a contribué en moyenne à 4,7 points à la croissance, dont le taux moyen global est de 6,2 points sur cette période. Par ailleurs, la part des marchés attribués aux PME est quant à elle passée de 37,7% à fin décembre 2020 à 50,5% à fin décembre 2021, enregistrant ainsi une hausse de 12,8 points, montrant une nette progression du nombre de PME accédant au marché public. Le début des activités du guichet unique de développement des entreprises de Côte d'Ivoire intervient 2 mois après le lancement du programme économique pour l'innovation et la transformation des entreprises qui a pour ambition d'enrôler et d'accompagner 1500 entreprises sur 10 ans, 2 initiatives qui visent à renforcer la part du secteur privé dans la transformation économique de la Côte d'Ivoire. Ce journal arrive presque à sa fin, mais avant de nous quitter, on va vous rappeler les titres. Comme prévu, les travaux de la conférence des gouverneurs à Mbandaka sont ouverts. Ces assises lancées par le chef de l'État tournent autour des questions liées au renforcement de l'autorité de l'État en RDC pour renforcer l'économie dans les provinces. Vous avez suivi les détails avec Enoch Issei. L'économie de la RDC se montre de plus en plus résiliente et se porte bien. Le Fonds monétaire international, par son conseil d'administration, vient d'autoriser un énième décaissement de 203 millions de dollars américains. C'est dans le cadre du programme de facilité élargie des crédits pour la RDC appuyé par le FMI. Mesdames et messieurs, ce journal touche complètement à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.